Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Situation critique de l'école sénégalaise. La FENAPES appelle les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal a signé un pacte de stabilité sociale pour les 10 prochaines années. La Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal se dit inquiète de la situation. Le procès de l'imam Daou renvoyé au 9 avril prochain. L'ordonnance de renvoi prononcée par le ministère public a été acceptée par les juges en charge du dossier. La remise du rapport du comité de concertation sur le processus électoral au chef de l'État attendue ce jeudi. Dans ce journal, la classe politique et la société civile se prononcent sur ces attentes. La baisse de la caution au centre des attentions. On en parle dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Grève répétée dans les écoles publiques sénégalaises. La FENAPES appelle les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal a signé un pacte de stabilité sociale pour 10 ans. Une décision qui était même sortie des assises de l'éducation. C'était en 2014. La Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal se dit de plus en plus inquiète de la situation de l'école sénégalaise. Compte rendu donc de cette conférence de presse signée Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Baye. Vu l'urgence et les grèves répétées dans les écoles publiques sénégalaises, la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal a convoqué ses différents représentants issus des 14 régions du Sénégal. L'heure est grave, des solutions rapides s'imposent. Aujourd'hui, l'heure est grave et nous tendons vers la catastrophe. Si toutefois on ne met pas fin à cette crise qui perdure. L'année scolaire 2017-2018 encore compromise, la FENAPES en appelle à la fibre patriotique des enseignants grévistes. Nous lançons un appel, un cri de cœur à nos braves et vaillants enseignants pour leur demander de porter leur casquette de parents d'élèves, de prendre en compte la centralité de l'élève, de préserver leur outil de travail qu'est l'école. Entre autres solutions préconisées, la signature d'un pacte de stabilité sociale pour 10 ans, une des conclusions issues des assises de l'éducation nationale de 2014. Et exiger d'eux, c'est-à-dire des enseignants, la signature des accords de stabilité sur les 10 ans à venir et ainsi remédier aux conséquences néfastes de ces graves cycliques qui nous éloigne de la qualité souhaitée depuis très longtemps. La Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants compte également se pencher sur la question de l'enseignement supérieur. Des rencontres sont prévues avec le SAES et le ministre de l'enseignement supérieur pour décanter la situation dans les universités publiques sénégalaises. Aminata Mbaresso, les populations de Tiampeng situées dans la région de Matam s'activent pour le maintien des filles à l'école. Elles ont fêté les 20 ans de collaboration avec ADA en France, principal partenaire de la localité. Elles veulent à travers ce partenariat booster l'éducation dans la localité. Les détails avec Moudoumaï. Séparés de la Mauritanie par le fleuve Sénégal, nous sommes dans le village de Tiampeng, situé dans la commune de Odébéré. Ici, les habitants de cette localité ont célébré les 20 ans de partenariat avec l'association d'aide au développement en Afrique. Ces 20 ans de coopération représentent aussi 20 ans d'engagement, 20 ans de partenariat, contrairement à Partivarien, à Tiampeng. On peut noter la construction de 6 salles de classe, d'une bibliothèque, d'une cantine scolaire. Dans le secteur de l'éducation, c'est que nous croyons que celle-ci est indispensable au développement des villages. Nos présidents respectifs, M. Emmanuel Macron et M. Macky Sall, en se rencontrant au Sénégal dernièrement, ont donné tous les deux la priorité à l'éducation et bien sûr au développement durable qui est une question d'éducation. Le président de l'amicale des étudiants invite ses parents émigrés à investir dans les secteurs de développement du village pour mettre fin à l'émigration clandestine. Nous, la population de Tiampeng, il est temps de changer nos idéologies
il faut créer de l'emploi afin de soutenir les jeunes pour les aider à vivre en famille, ce qui limitera ainsi la migration. John Kennedy disait, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que tu peux faire sur ton pays. Plusieurs activités, la course de pirogue, le sport et la danse, ont marqué ces 20 ans de collaboration entre ADA et l'Association pour le développement de Tchempeng pour revisiter les différentes facettes de la culture du Fouta. Je vous l'annonçais dans les titres, le procès de l'imam Ndao renvoyé au 9 avril prochain. Le procureur a fait la demande pour permettre de rétablir l'absence de 2 prévenus dans le réquisitoire. L'ordonnance de renvoi prononcée par le ministère public a été acceptée par les juges en charge du dossier de l'imam Ndao à la grande surprise des avocats de la défense qui s'opposent à cette demande du procureur. Là-dessus, nous écoutons les explications de Maître Moussa Sarr, collectif des avocats de l'imam Ndao, au micro d'Ibou Diouf et Mohamed Dian. Dans l'ordonnance de renvoi, il y a 2 accusés qui ont été omis. Et le parquet avait demandé tout à l'heure sur l'audience que l'affaire soit renvoyée pour la régularisation. Nous nous sommes tous opposés à cette demande de renvoi parce que nous estimons que cette demande n'est fondée ni en droit, mais également violer le principe d'un procès juste et équitable et dans un délai raisonnable. Mais la chambre criminelle a estimé souverainement qu'effectivement qu'il y avait lieu de renvoyer. Il appartient au parquet et aux juges d'instruction et plus particulièrement le doyen de procéder à la régularisation. Nous, en tant qu'avocats, ce qu'on fait, on va continuer à préparer notre audience, à continuer nos recherches, à garder notre calme, à garder notre sérénité pour attendre la date du 9 avril, pour démontrer devant la chambre criminelle, pour démontrer devant l'opinion publique nationale et internationale que Imam Aliou Ndao est innocent dans cette affaire. Bon, mais écoutez, nous acceptons la décision. Vous savez, nous sommes des acteurs de la justice, nous sommes des avocats. Notre rôle, c'est de défendre nos clients conformément à la loi. Lorsque le parquet s'est levé pour demander le renvoi, vous étiez tous dans la salle. Tous les avocats ont pris la parole pour répondre et articuler et démontrer en fait en droit que le renvoi ne s'imposait pas. Maintenant, il reste qu'il appartient à la chambre criminelle d'apprécier souverainement. Et la chambre a apprécié souverainement pour dire qu'il y a une omission et que ces 2 parties avaient été déjà visées dans le motif. Et par conséquent, dès lors qu'il y a une omission sur le dispositif, il était tout à fait normal de régulariser. Donc nous prenons acte. Nous parlons tout autre chose à présent avec le ministère du Pétrole qui met en place un système d'information énergétique pour mieux vulgariser l'information énergétique dans l'espace UEMOA. Là-dessus, nous écoutons les explications de Fatou Thiamso, coordonnatrice du système. Elle est au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Le système d'information énergétique permet d'élaborer le bilan énergétique national. Le bilan fait la photographie du secteur de l'énergie chaque année. Ça permet de voir au Sénégal comment est-ce qu'on s'approvisionne en énergie, comment est-ce qu'on produit de l'énergie sous toutes ses formes. Comment est-ce qu'au Sénégal, on consomme de l'énergie, autant au niveau des ménages, des industriels, que de l'agriculture. Donc c'est vraiment une synthèse de l'évolution du secteur de l'énergie dans un pays. Et ce n'est pas seulement le Sénégal qui fait des bilans énergétiques, puisque tous les pays du monde font des bilans énergétiques, et ces bilans sont agrégés au niveau international par l'Agence internationale de l'énergie, et le Sénégal utilise justement les normes et standards de l'Agence internationale de l'énergie. Si on fait le bilan aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions, comme cela a été rappelé ce matin, notamment dans ces aspects les plus importants, dans le cadre de l'amélioration du système d'offre d'électricité, où on voit que depuis 2012, par exemple, il y a une augmentation de la capacité installée en électricité, de la disponibilité, de la qualité de service. Quand on voit dans un autre domaine comme l'électrification rurale, où entre par exemple 2012 et 2017, on est passé de 24% de taux d'électrification à 40% en fin 2017. Nous parlons de la lutte contre le terrorisme au Sénégal. La France, les pays du G5 Sahel, la Gambie et la Mauritanie veulent renforcer la coopération. Un séminaire régional s'est ouvert à cet effet pour échanger sur les bonnes pratiques en matière de terrorisme, notamment comment gérer une attaque terroriste, comment établir la liste des victimes et leur prise en charge, mais aussi comment mener des investigations. Pour plus de détails, nous écoutons Rémi Hetz, directeur des affaires criminelles et des grâces de la France. Il est interrogé par Ibrahim Khan et Modou Diop.
l'idée véritablement d'échanger sur la question de la lutte contre le terrorisme qui frappe l'ensemble de nos pays, en partant véritablement des constats que nous avons pu faire et avec la volonté, à travers des retours d'expérience, des retours pratiques, véritablement d'aboutir à des échanges de bonnes pratiques au plan opérationnel pour que notre coopération s'améliore, se développe encore et pour que nous puissions encore une fois profiter des expériences, souvent d'ailleurs dans des contextes dramatiques, des uns et des autres. Voilà l'esprit donc de ce séminaire régional qui se déroule sur 2 jours ici à Dakar et que nous avons organisé en lien avec le Sénégal. Pas d'électricité, encore moins de structures de santé dans 23 villages de Keur Momar Sarr. Face à ces manquements, les populations ont investi la rue pour interpeller l'État. Les détails dans cette correspondance signée Tierno Fall. Ces populations viennent des 23 villages situés dans l'arrondissement de Keur Momar Sarr. Ces dernières se sont rencontrées pour discuter sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leurs localités respectives. Amul kirgo am fi coura amale ndox so amé coura rek coura carte lay doon so amé ndox bu nakari lay doon wala nga am ben robin bo xam jigéen ñi chaque jour dañuy xeex fi dara baaku fi ket diggante fi ak Keur Momar Sarr lobbudu be Keur Momar Sarr amul tali rang bi baaxul be Richard Toll diggante Louga ak Keur Momar Sarr tali bi baaxul tey baaxul ëllëg ñi ngi sonn ci yoon wi bu ñu amee jën jaaykatu jën lañu suñu amee jën amul fu ñu ko glacé ku fi matu bala ngay egg Keur Momar Sarr amoo moyen amoo oto mën nga amee doom sa kër sa doom mën na dund sa doom mën na dee. Une situation que ces villageois dénoncent avec toute leur force et accusent les politiciens de la localité d'être les responsables, car selon eux, ces derniers n'ont rien fait pour développer la commune. C'est pourquoi ils interpellent directement le président Macky Sall, à qui ils demandent de leur venir en aide. Président de la République waku no kenn sekku no kenn ndax ñi nga fi def ay ba dola la ñu def. Macky Sall ñi nga jiital alhamdulillahi rabbil alamin politique poste la ñuy def politique poste nag taxul ñu jox de ñun ñi politiciens yi nekk fii ñun bokkuñ ñoom fu ñu jëm ñoo ngi kaar nag ñoo ngi kaar 2019 23 villages yi nekk fii fekkee dégg mu ngi ci yéen bu dee ragal dara ñëw li ñu dem. La rencontre qui avait réuni les représentants des 23 villages situés dans l'arrondissement de Keur Momar Sarr a été également une occasion pour lancer le mouvement Dolli Keur Momar Sarr. Il a été initié par les jeunes du terroir pour défendre les intérêts de la localité. Nous vous parlions hier ici de l'huile en vrac avec le prix du litre qui a été fixé dosette ou en bouteille actuellement. La distribution est assez large. Certains consommateurs et commerçants doutent même de la qualité pour les prix. Aussi, le litre s'achète à partir de 800 jusqu'à 1200 francs. On tourne au marché Tilène pour voir la réalité en face avec nos reporters Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoune Mbaye. De l'huile sous toutes les couleurs, plusieurs formats. Au marché Tilène, le choix est diversifié. Nous vendons différentes gammes d'huile. Il faut dire que les dosettes sont prisées en ce moment. L'huile dite Ségal pose certains risques selon des clients qui doutent de la couleur des fois. Cette restauratrice ne se voile pas la face. Elle opte pour l'huile locale, moins coûteuse. Le quart de litre, je l'achète à 200 francs. Et c'est très avantageux, nous qui avons de petites bourses. Même si les autorités sont en train de valoriser l'huile locale, la qualité laisse encore à désirer. Le litre est vendu à 800, 850 francs ou 900, tout dépend de la marque. Mais très souvent, la couleur pose un sérieux problème. Ce n'est pas de notre faute si la couleur est ainsi. Nous ne faisons qu'acheter pour vendre, donc nous ne pouvons rien y faire. C'est la réalité du marché. Actuellement, j'ai pris des mesures fermes. J'achète de petites quantités pour écouler rapidement le produit. Une large gamme d'huile, pas d'importance pour ces détaillants. Ils souhaitent plutôt une nouvelle politique d'exportation.
Le SIAGRO 2018 a ouvert ses portes depuis lundi, une occasion pour les éleveurs, agriculteurs ou acteurs de l'industrie agroalimentaire d'échanger sur les voies et moyens de se développer. Une édition marquée par la forte présence d'entreprises françaises. Ibrahima Khan, Youssou Baro. Le monde de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire a l'honneur au CICES de Dakar. Le rideau vient de se lever sur le Salon international des industries et techniques agroalimentaires, un rendez-vous capital pour les différents acteurs des secteurs concernés. La CEDIMA ne rate pas le rendez-vous du SIAGRO parce que pour nous c'est un plaisir et c'est vraiment l'occasion de venir donner rendez-vous à nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, notre administration. Le ministre de l'Agriculture était là ce matin. On en profite pour lancer de nouveaux produits. C'est 4-5 jours, mais d'échanges forts, parce que le thème et le sujet, c'est celui que nous partageons avec nos clients, c'est celui que nous portons dans notre cœur, et c'est l'aviculture. C'est l'élevage qui est sénégalais qui est ici représenté. CEDIMA étant au cœur, et c'est son cœur de métier, ne peut être que fortement bien présenté. Le SIAGRO édition 2018 enregistre une forte présence d'entreprises françaises. Pas moins d'une vingtaine exposent au pavillon français. Ce salon, une occasion pour reconduire le partenariat entre l'ADEPTA et l'interprofession de la filière avicole au Sénégal, mais aussi de signer des conventions pour le développement du secteur avicole sénégalais. Ces deux conventions qui vont permettre à des entreprises françaises dans le secteur de l'agriculture. Elles sont 240 représentées par l'ADEPTA, elles sont une trentaine ici à ce salon, une trentaine. Je crois qu'elles concourent largement au succès de ce salon professionnel de l'agriculture. Eh bien, elles vont apporter leur expertise, elles vont apporter leur formation, elles vont apporter leur technologie. C'est l'objet de ces deux conventions. 4 jours durant, le CICES va vibrer au rythme du SIAGRO, un rendez-vous hautement important pour les acteurs de l'agroalimentaire. La pose de la première pierre du marché Ndoumbe Diop de Diourbel s'est effectuée ce mardi, occasion saisie par Alioune Sarr d'inviter les usagers à entretenir ce bien commun. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Les commerçants du marché Ndoumbe Diop de Diourbel peuvent pousser un ouf de soulagement. Le ministre du Commerce a officiellement posé la première pierre qui marque le démarrage de la construction de leur marché, détruit le mois de juillet dernier lors d'un incendie. Alioune Sarr en a profité pour inviter les commerçants à changer de comportement dans ces lieux de travail. Tous les acteurs du commerce à Diourbel, le maire de Diourbel, M. Malick Fall, l'ensemble des acteurs de l'État ici à Diourbel avait retenu la vétusté du marché de Ndoumbe Diop, les installations anarchiques, mais également l'absence de dispositifs de sécurité pour assurer la sécurité physique des commerçants et la sécurité des biens. Un geste hautement salué par le maire de la ville Malick Fall qui veut voir ses commerçants sortir des difficultés qu'ils vivent. Pour le respect des délais, afin que les travaux puissent être réalisés avant l'hiver. Aujourd'hui, on a ici un grand nombre de projets pour Diourbel, parmi lesquels on peut citer les projets de cochon de route dans le cadre du Promobile, la construction d'un hôtel 5 étoiles et de la mise en circulation de bus Tata, la modernisation de la. Les commerçants de Diourbel aux Anges n'en ont pas moins demandé que cela ne s'arrête pas à une simple pose de première pierre. Vous l'annoncez dans les titres, la remise du rapport du comité de concertation sur le processus électoral au chef de l'État prévu ce jeudi. La position justement du chef de l'État très attendue sur les points d'achoppement. La baisse de la caution, le bulletin unique au centre des débats entre l'opposition et la majorité. Un sujet signé Mambiram Diouf et Mohamed Dian. C'est avec un brin d'espoir qu'il compte aller à la rencontre de ce jeudi, car son vœu de voir la caution diminuer jusqu'à hauteur de 5 millions de nos francs n'épouse pas ce que serait prêt à faire le président Macky Sall, c'est-à-dire fixer la caution à 30 voire 40 millions, différent des 65 millions retenus jusque-là.
Vous savez, en France, aux États-Unis, partout en Afrique, là où nous avons fait effectivement donc un tableau, nous sommes avec la Guinée les pays les plus chers. Et notre démocratie ne doit pas être une démocratie d'argent. C'est-à-dire tu as de l'argent, tu peux espérer être élu. Tu n'as pas d'argent, tu peux espérer ne pas être élu. Il faut savoir que les 65 millions, ce n'était pas le président Macky Sall qui avait eu à fixer cette somme-là. Maintenant, s'il vient aujourd'hui pour que nous puissions revoir à la baisse cette caution, c'est tout à l'honneur du président, qui est effectivement un homme qui est à l'écoute de son peuple, vu les actes qu'il est en train de poser de façon quotidienne. Baisse de la caution, maintien du système de parrainage, des signatures pour les candidatures indépendantes et les partis politiques, une bonne chose selon Adi Mergan Kanouté. Nous acceptons qu'ils ne veulent pas prendre le risque, ok, mais aussi le président devrait pouvoir ne pas imposer, n'est-ce pas, donc cet aspect parrainage. Et parce que les partis politiques, il y a des partis qui sont là et qui mènent des activités tout au long de l'année. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui est là-bas, qui travaille pendant des années, qui amasse autant de moyens et qui vient pouvoir, parce qu'il a des moyens, il vient participer aux élections comme ça. C'est à ces gens-là qui sont indépendants, qui ont pris le temps de travail pour amasser de l'argent et maintenant on leur donne les coups de franc. C'est à cela qu'on doit imposer ce parrainage-là. Elle donne également la recette pour régler définitivement la lancinante question de la caution. À mon humble avis, il serait bien que les acteurs politiques, également d'autres acteurs puissent se retrouver et vraiment déterminer une bonne fois pour toutes la caution pendant une durée donnée, voilà, pendant une période donnée. Pour éviter qu'à tout moment, qu'on puisse être là à rediscuter de la caution, que la problématique de la caution puisse revenir à tout moment. Autre point sur lequel insiste Déthié Diouf et interpelle le chef de l'État, l'installation d'une autorité indépendante en charge des élections. Mamberam Diouf, des membres de la société civile, invitent le chef de l'État à poser des actes pour un bon déroulement de l'élection présidentielle. Ils s'en ont ouverts à nos reporters Habib Faye et Younous Diatta. Élection présidentielle de 2019, une partie de la société civile note des avancées sur l'élaboration du fichier, malgré quelques points de divergence. Et en termes de bilan, il faut dire qu'il y a eu des avancées, certes, pour ce qui concerne l'évaluation en fait, des dernières élections législatives, mais aussi sur l'élaboration des termes de référence de l'audit international du fichier électoral. Des recommandations sont formulées en ce qui concerne les points de désaccord. Au-delà justement des résultats qui ont été obtenus, c'est d'attendre un arbitrage, comme à l'accoutumée du chef de l'État, notamment sur les points de désaccord. Mais nous avons aussi recommandé que soit mis en place un comité de suivi des recommandations issues de la dernière mission d'audit international du fichier électoral. Le chef de l'exécutif, un arbitre dans la concertation, Ndiaga Sylla l'invite à poser des actes forts pour le bon déroulement des prochaines joutes électorales pour rassurer les acteurs politiques. Ce que nous attendons du président de la République, c'est aujourd'hui de poser des actes forts pour rassurer les acteurs politiques. Vous savez, il y a deux questions qui se posent aujourd'hui pour comprendre en fait le processus électoral. Il y a d'une part l'appréciation qu'on peut faire du système électoral. Il y a aussi la question de la confiance entre les acteurs. Nous savons tous aujourd'hui qu'au sortir des législatives, il y a une réelle crise de confiance entre les acteurs. La situation nationale marquée par la fin des concertations sur le processus électoral. Le rapport du cadre de concertation sera apprécié par le président de la République. Malgré certaines idées discordantes, acteurs politiques et de la société civile ont réussi à accorder leur violon sur d'autres points. Et puis l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex débourse plus de 330 millions d'euros pour lutter contre l'immigration irrégulière au Sénégal. Les chiffres sont en baisse entre 2016 et 2017. Cela a fait l'objet d'une rencontre ce matin, compte rendu signé Cheikh Diop et Abdoulaye Diallo. La lutte contre l'immigration irrégulière a enregistré des avancées considérables au Sénégal en seulement 2 années. Des résultats salués par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex. Précisément de ressortissants sénégalais qui ont été donc enregistrés au titre de l'immigration irrégulière dans l'Union européenne. Il y a eu 6000
ressortissants sénégalais en 2017, 6 000 qui ont été interceptés, recensés, et en 2016, il y en avait 10 000. Le Frontex, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille, compte mettre des bouches doubles pour éradiquer ce fléau. Nous avions la réunion avec, dans le cadre de l'AFIC, donc la communauté Afrique Frontex d'échange de renseignements et d'informations. Donc là, nous avons 26 pays africains qui sont présents. Ensuite, nous avions j'avais des entretiens au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, puisque nous sommes en train de négocier un accord de coopération entre l'agence et le ministère de l'Intérieur. Le Frontex déplore en outre que l'Afrique soit le continent le plus touché par le phénomène de l'immigration clandestine. Alors les pays qui fournissent le plus d'immigration irrégulière en provenance, disons, de l'Afrique de l'Ouest, il y a une forte pression donc, de ressortissants gambiens. Il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens. Nous avons aussi beaucoup de Nigérians. Donc ce sont des nationalités qui sont fortement représentées parmi les flux qui arrivent en Italie et aussi pour le part ceux qui arrivent en Espagne. Le respect des droits fondamentaux est au cœur des activités de Frontex. L'agence se concentre aussi sur le renforcement de la coopération interagences afin de lutter contre la criminalité transfrontalière, y compris le terrorisme. Et puis la lutte contre la torture dans les lieux de privation des libertés à Kaffrine, des gardes pénitentiaires, policiers et gendarmes sensibilisés sur les peines qu'ils encourent en cas d'acte de torture. L'Observatoire national des lieux de privation des libertés appelle à la vigilance. L'élément n'est pas en place certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile qui s'accélère à Saint-Louis. L'association des sages-femmes d'État a tenu une rencontre pour sensibiliser les femmes. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Santé, sages-femmes, société civile et psychologues ont discuté durant des heures sur le thème de la santé maternelle et néonatale, enjeux et défis. Le but est d'assister les femmes durant les 9 mois de grossesse, un panel qui a permis à tous les acteurs de s'engager pour faire face à la mortalité maternelle et néonatale. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous œuvrons pour que tout malade qui se présente soit bien accueilli et que la prise en charge soit la plus correcte possible. Maintenant, quelquefois, il y a certaines contraintes liées au manque de matériel, au déficit de personnel, etc. Dans la région nord, le défi est énorme. Le dernier rapport publié en 2016 avait fait état de 800 nouveau-nés et 40 femmes décédées en 2015. Lors de cette rencontre, les sages-femmes avec certains partenaires ont soulevé beaucoup de problèmes pour mieux agir afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. La mère, elle est impérative dans le jeu. Le nouveau-né, il est impératif dans le jeu. Et la sage-femme aussi est l'élément incontournable. Donc il faut qu'on le replace dans sa place prépondérante dans la société sénégalaise. Pour le sociologue en santé à l'université de Sanar, Sarandjaï, la lutte doit être générale et portée par tous. Quand on parle de mortalité, ça veut dire que ces décès sont en nombre alarmant, préoccupant. Et quand on parle aussi de ce sujet, ça veut dire qu'il y a des causes évitables. Donc il faut qu'on en parle pour que ceux qui sont dans les familles, ceux qui sont dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, tout aussi ceux qui sont dans les structures de soins, prennent conscience de leur part dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Pour arrêter l'hémorragie, les sages-femmes de la région Nord comptent sensibiliser toutes les couches de la société durant le mois de mars. Et puis le restaurant Les Trois Pélicans, victimes d'un incendie ce matin. C'est à Ngor, beaucoup de dommages matériels mais pas de perte en vie humaine. Les sapeurs-pompiers sont vite venus à la rescousse. Les détails avec Aïssatou Paye et Pape Sangonebaye. Le feu s'est déclaré à 8 h au restaurant Les Trois Pélicans. À l'origine, une bonbonne de gaz
et de bouche à oreille, les secours ont pu s'activer. J'ai reçu l'information via le réseau WhatsApp par un des employés du restaurant. À l'origine de l'incendie, une bouteille de gaz mal fermée par les employés qui a travaillé hier nuit. Ce matin, une des cuisinières, et dès qu'elle a essayé d'allumer le gaz, celui-ci a explosé. C'est elle que vous voyez là. Heureusement, elle est saine et sauve. Apeurée, cette dame venue s'enquérir de la situation s'inquiète pour son fils employé dans le restaurant. C'est un de mes voisins qui m'a appelé. Vu la façon dont elle m'a parlé, j'ai eu peur. J'ai cru que mon fils était dans le restaurant. J'ai couru. Et à mon arrivée, heureusement qu'il n'était pas présent sur les lieux lors de l'incendie. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine. Les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement. Personne n'a péri. Il y a eu quand même des dégâts matériels, les réfrigérateurs et plein d'autres choses. Mais nous nous en remettons à Dieu. Le propriétaire restaurant, Aïssata Paye, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.